Les amis, je suis de retour de vacances et j'ai décidé pour ce retour de vous faire une vidéo un petit peu spéciale qui, je l'espère, va vous plaire puisqu'on va parler de la table finale des World Series of Poker de cette année. Il n'y a pas énormément de gens qui en parlent, j'ai l'impression, sur YouTube, alors que c'est quand même le tournoi le plus important de l'année dans le monde du poker. En plus, on a eu cette année pas mal de joueurs français qui ont deep run, dont un qu'on va retrouver en table finale. Donc c'est quand même plutôt cool d'en discuter, quoi. Voilà, sur cette review, j'ai décidé donc de m'attarder sur certains spots qui sont pas toujours les plus importants de l'ATF, mais sur lesquels il y a eu des décisions clés qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises par les joueurs. Voilà, on va essayer de s'attarder un peu sur les profils des joueurs, mais on va aussi bien sûr retracer l'histoire de cette TF et parler des mains clés sur lesquelles il y a eu des double up, des busts, etc. Je vous propose sans plus tarder qu'on démarre. Alors on va commencer avec la compo de cette table finale. On va aller de gauche à droite sur cette image. Pour commencer, tout à gauche, on a le Bulgare Boris Angelov, qui est un joueur professionnel redoutable, hein, comme la plupart des joueurs de cette génération bulgare qui sont en train de tout raser sur leur passage. Angelov, c'est 900 000 $ sur Random Mob, et vous le connaissez peut-être pour avoir été le runner-up du dernier EPT Monte Carlo pour 620 000 €. Voilà, un joueur qui, comme d'autres, hein, Boris Kolev et Alex Koulev notamment, fait partie de ces top joueurs bulgares. Alex Koulev, que j'ai eu la chance de voir quasiment débuter au poker, hein, quand j'habitais à Dublin, il faisait ses études là-bas, et on jouait ensemble en 1-2, et le mec aujourd'hui joue des 250 000 $ en toute détente, et malheureusement moi, je n'en suis pas encore là, mais t'inquiète pas Alex, j'arrive bientôt. Côté français, on a ensuite Malo Latinois, très bon joueur de ce qu'on a pu voir. Il a été chip leader pendant une bonne partie de cette fin de WSOP et il a environ 100 000 $ sur Random Mob à ce moment-là. Sa plus grosse perf est d'avoir été notamment 16e de l'EPT Paris l'année dernière en 2023 pour 50 000 €. On a ensuite Brian Kim, un habitué des Tritons, hein, qui a plus de 7 millions de $, l'américain, de gains sur Random Mob. Il a notamment remporté un WSOP Online pour plus de 120 000 $. Hein, c'était un événement à 5 000. Donc un joueur vraiment très habitué des high stakes. Hein, il joue beaucoup de 50 000, de 100 000. Il n'a pas encore gagné de Triton, mais il fait beaucoup de tables finales. Ensuite, bon, lui, est-ce que c'est nécessaire de le présenter? Je ne sais pas. Niklas Asted, connu aussi sous le pseudo de Lena 900 Online, un des plus grands grinders que la Terre n'ait jamais porté, le Suédois, mais qui n'a pas forcément énormément joué en live, en tout cas qui n'a pas encore fait son gros one-time en live, mais voilà, en ligne, un joueur vraiment terrorisant sur le .com qui a très nombreux millions de $ de gains, je crois plus de 35 millions. Donc autant dire que c'est, on va dire, le favori, hein, en tout cas sur le pédigré, c'est le joueur le plus à craindre de cette TF. À sa droite, on a Joseph Serok, un autre joueur américain qui a plus de 4,5 millions de $ de gains sur Hendon avec son joli Marcel, un joueur qui a été 2 fois runner-up sur des events WSOP, très régulier, très performant depuis des années. Mais qui n'a pas encore non plus son énorme one-time. Je crois pas qu'il ait déjà fait de gains à plus d'1 million de $. Donc clairement, tous ces joueurs-là, sauf peut-être Asted, sont vraiment sur leur gros one-time de leur carrière. Hein. À sa droite, pour le coup, en parlant de one-time, lui, c'est un vrai gros one-time avec son t-shirt bleu ciel et ses lunettes de soleil. C'est le seul joueur purement amateur de cette TF. Il s'agit de Jordan Griff, qui arrive en plus avec le chip lead. Lui, il vient compte de fait. Hein. Ça veut dire qu'à 15 left, ou je sais plus combien, il avait genre une blinde ou 2 blindes, et il nous a fait une remontada extraordinaire en touchant plusieurs rivers. Un joueur qui a pas mal joué, mais qui fait preuve, selon moi, d'une très grosse agressivité, parfois un petit peu mal placée, si je puis dire, mais qui a été loin de démériter, honnêtement. Encore à sa droite, on retrouve Jonathan Tamayo, qui a, lui, plus de 2 millions de $ de gains sur Hendon. On dirait vraiment qu'il est habillé comme un agent de sécurité, le mec. Mais à part ça, c'est aussi un excellent joueur qui a gagné 4 tournois WSOP circuit, qui a beaucoup d'expérience et qui va être aussi un des joueurs à surveiller de cette TF. Il arrive avec un stack un peu plus petit, cela dit. Encore à sa droite, on a le short stack, il me semble, de ce début de TF, l'Espagnol Andrés González, qui avait un petit écusson Winamax, donc peut-être que c'est un qualifié Wina, je ne sais pas. En tout cas, lui, il a 800 000 $ de gains sur Hendon, mais sur ces 800 000 $, il y a 700 000 $ qui ont été faits sur ce Vegas, un joueur qui est vraiment en pleine bourre. Il a fait 2 fois 3e, hein, sur des events de Las Vegas de cet été, une 3e place sur un événement WSOP, mais aussi une 3e place à l'Aria, il me semble, pour 200 000 et 500 000 $. Autrement dit, un joueur en pleine confiance. Et enfin, tout à droite, on a le doyen de cette table finale, c'est le Canadien Jason Sagel, qui a plus d'1,5 million de $ de gains sur Random Mob, mais sa plus grosse perf remonte à 2006, où il avait fait 2e d'un World Poker Tour au Canada pour 600 000 $. Donc voilà, une table assez éclectique, si je puis dire, même si on a, comme tous les ans,
une majorité d'Américains, ils sont 4, plus un Canadien, 4 joueurs européens, des joueurs extrêmement compétents, des joueurs habitués des très hautes limites, des jeunes pros qui débutent un peu plus dans ces niveaux-là comme Latinois ou Gonzalez, et également du coup un joueur récréatif, un joueur un peu plus vieux de la vieille si je puis dire. Des profils assez variés en général, ça donne des étapes finales avec plein de choses à dire puisqu'il y a vraiment des styles de jeu qui vont être assez différents, vous allez voir. On va faire un petit point quand même sur les... Oh, il est beau ce bracelet, hein. Il est beau ce bracelet, il fait rêver tout le monde. Et donc un petit point sur les chips, mais aussi sur les payouts, pour voir effectivement que Jordan Griff, qui est largement chip leader, alors on reprend sur les blindes 1,6 million, il a plus de 90 blindes, le joueur récréatif, assez incroyable. Ensuite, il y a un petit peloton qui le suit avec 3 joueurs qui ont un très joli stack de plus de 50 BB, à savoir Brian Kim, Niklas Astet et Joe Serok, qui sont tous donc très confortables aussi. 2 joueurs avec des stacks un peu plus moyens, qui sont Jason Sagel et Boris Angelov. Et les 3 short stacks qui sont Jonathan Tamayo, Malo Latinois malheureusement qui a bien des grinds sur les derniers days, et Andrés Gonzalez donc qui lui n'a que 11 blindes environ. Pour ce qui est des payouts, tous les joueurs sont assurés d'avoir au moins $1 million à ce stade, mais il y a évidemment 10 millions à la gagne avec une table finale qui est très top heavy comme on dit, donc un énorme écart entre le premier et le deuxième, puis entre le deuxième et le troisième. Ensuite c'est un peu plus resserré. Donc c'est des étapes finales sur lesquelles il y a un tout petit peu moins d'ICM que dans d'autres situations, mais notamment en début de TF, il y aura quand même encore beaucoup de pression ICM sur les petits stacks, parce que on peut quand même très vite grimper. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors début de TF, déjà on voit tout de suite Jason Sagel ici, il me semble qu'il est cut-off ou hijack, qui décide de limper Roi 4 suité. Donc comme je vous ai dit, on va avoir une vraie variété des profils. Sagel tout au long de la TF, on va le voir faire des moves comme ça qui sont pas conventionnels. Donc là ici il y a un limp, mais je crois que ça s'est produit 1 ou 2 autres fois. On l'a aussi vu 3 bêtes des mains qui ne devaient pas forcément 3 bêtes en big blind, des mains qui sont vraiment des défenses assez standards. On l'a vu faire des open à 3x, puis à 2x, puis de nouveau à 3x. Donc voilà, un profil assez surprenant. Et vous allez voir qu'il va nous étonner 2-3 fois par ses décisions. Ça va être intéressant en tout cas de suivre aussi les adaptations que vont faire les autres joueurs à Jason Sagel, puisque je pense que ça va être une des clés peut-être pour essayer de gagner des gros pots dans cette table finale. On va vite arriver sur notre première grosse décision de la table finale, qui va être pour notre ami Jordan Griff, qui est un peu le héros, le Chris Moneymaker 2.0 de ces WSOP. Griff ici qui est chip leader, qui décide d'open paire de 3, il est au hijack, et il y a Andrés Gonzalez au bouton, qui rejam très logiquement sa paire de 8. Et ici, ça peut avoir l'air d'être une décision facile puisque Gonzalez n'a que 9 blindes, mais il faut bien comprendre qu'avec la pression ICM qu'il a, ici, Gonzalez, il va devoir jam très serré. Surtout que Griff, même s'il est chip leader, va peut-être pas open assez de mains, puisque c'est pas un joueur professionnel, il va peut-être pas non plus oser mettre la pression qu'il est censé mettre. Donc ici, la décision, elle est pas si facile pour Griff. Donc les cotes pures, c'est 34% qu'il lui faut pour payer. Il n'y a quasiment pas de bubble factor. Là, Griff ne risque pas grand-chose, même pas 10% de son stack pour ce call. Donc ça va pas forcément être un facteur qui va beaucoup influencer sa décision. Mais idéalement, ce serait bien d'avoir au moins 35% quand même pour call. Maintenant, moi, je me suis amusé ici parce que j'ai pas trouvé que c'était une décision si facile que ça, à regarder un peu les ranges. Donc ça, c'est la range théorique que Gonzalez est censé jam. Donc on voit qu'il y a de la paire de 5, qu'il y a du As-3 suité, qu'il y a aussi du As-8 off, Roi Valet off, même si c'est pris en petite fréquence. Je pense que personne ne va prendre exactement cette range, mais voilà, j'ai attribué cette range-là à Gonzalez en me disant que c'était un scénario assez proche de la GTO. Et si Gonzalez jam cette range-là, il faut absolument payer pour notre ami Griff, qui a besoin de 34%, on le rappelle, et qui en aurait 40 ici contre ces mains-là. Maintenant, effectivement, il y a quand même beaucoup de combos d'As qui ont été pris. Je suis pas sûr ici qu'on ait vraiment envie à la place de Gonzalez de shove une main comme As-9 off, comme As-5 suité, comme As-8 suité, comme, je sais pas moi, un Roi Valet suité, Roi Dame off. C'est pas sûr que ce soit pris. Même paire de 5, c'est pas sûr, mais paire de 5 pour le coup, on n'a pas envie à la place de Griff qu'ils le prennent. Donc peut-être que l'équité de Griff en réalité elle est plus faible que ça, parce qu'il y a peut-être un peu moins de coin flip et un peu plus de pocket en face. Maintenant, je me suis amusé aussi à faire un peu la pire range qu'on puisse imaginer dans la peau de Griff. Si on affronte cette range là, c'est vraiment la range kata, puisque ça veut dire qu'il y a plein de pocket pairs, mais il n'y a pas beaucoup de mains contre lesquelles on est en flip. Il n'y a pas 5 suités contre lesquelles on est
flip notamment, il n'y a pas As-10, il n'y a pas As-9 suité, il n'y a pas Roi Dame off, etc. Mais j'ai quand même laissé toutes les pockets jusqu'à paire de 5. Donc ça serait vraiment la pire range qu'on puisse affronter. Et même contre cette range-là, on a 34,7%. Donc si dans le pire des scénarios, on est à peu près EV0, on peut se dire qu'on est dans la réalité très souvent EV+. Donc ici, Griff qui a pris la bonne décision après pas mal de réflexion, n'empêche, il a décidé de call. Malheureusement pour lui, le board va être sans appel, hein, puisque Gonzalez va frapper un full dès la turn, mettant Griff drawing dead. Et c'est un double up pour l'Espagnol, ce qui est effectivement une mauvaise nouvelle aussi du côté français, puisque Malo Latinois se retrouve maintenant vraiment short stack, puisque le seul joueur qui était vraiment derrière lui passe devant. Latinois, malheureusement, qui va aussi affronter la paire de 3 de Griff, mais qui n'aura pas la même réussite. On voit ici qu'il est parti à tapis pour également un peu moins de 10 blindes avec As-3 suité. Griff qui a call avec paire de 3 et Latinois qui touche un As, mais malheureusement, il va faire le 3 à la turn, notre ami américain. C'en est terminé des espoirs français d'enfin gagner ce tournoi. Ce sera toujours pas pour cette année, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive tôt ou tard, parce que j'ai l'impression qu'année après année, les Français sont de plus en plus présents sur les TF des WSOP, et un jour on va bien finir par le claquer. Bravo, bravo Malo, super perf, c'est très très beau quand même, $1 million, j'imagine même pas le rêve qu'il a dû vivre. Mais là on voit vraiment le désarroi sur son visage, lui et aussi son rail derrière. Ça doit faire mal quand même quand on se prend ce genre de turn pour des millions de dollars, c'est quand même terrible. On enchaîne avec une main qui m'a vraiment impressionné, moi, parce que j'aurais pas joué comme ça, mais après réflexion, c'est peut-être pas si mal. Ici, on voit Boris Angelov, qui est donc le joueur bulgare qui open son bouton avec Roi Dame off. Bon, jusqu'ici, rien de surprenant. Et Brian Kim, comme on l'a dit, lui, c'est l'habitué vraiment des tritons, le joueur qui a un ABI peut-être à $50 000 en live. Donc c'est peut-être le joueur qui est le moins impressionnable par cette table finale des World Series, bon, avec Astet aussi, qui a quand même, qui en a vu d'autres. Ouais, là on le voit 3 bêtes ici avec Roi 8 suit pour un quart de son stack alors qu'il est 20 BB deep, Kim, donc c'est pas un mauvais choix de combo. Je me suis amusé là aussi à regarder ce que faisait la théorie, et Roi 8 suit c'est quasiment le combo de bluff qu'on prend, il y en a quasiment pas d'autres, hein, par contre. On va prendre un peu de Dame 8 suité et puis c'est tout, et encore c'est des mains qu'on va prendre vraiment à petite fréquence, hein, peut-être 30% du temps Roi 8 et 10% Dame 8. On a peut-être un peu de petits As suit aussi, et puis c'est tout. Mais là, en tout cas, il a osé, il l'a pris, Kim. Astet qui fold assez rapidement, je crois qu'il avait une merguez en big blind. Et Angelov qui se retrouve à passer assez vite avec Roi Dame off. Et là, ça m'a vraiment surpris. J'aurais pas du tout joué comme ça, pour être honnête, parce que tout simplement, à la place d'Angelov, ici, on peut se dire qu'on a des cotes assez splendides pour payer. On voit que le 3-bet, c'est du 2.3x de la part de Kim, ce qui est normal, hein, parce qu'il veut pas être plus d'un quart de son stack pour pass commit. Ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Quand vous voulez 3-bet, même en bluff, que ce soit en bluff ou en value, essayez de pas mettre plus d'un quart de votre stack, parce que ça va toujours, quand vous mettez plus d'un quart, vous commit, et donc en théorie vous êtes censé être tout le temps en value, et ça va être un peu équivalent à faire tapis. Là, Kim, il a vraiment pris le bon levier, il a mis le bon size, et il risque 10 millions pour en gagner 9, donc c'est vraiment un super risk reward. Cela dit, Angelov, donc il a décidé de folder, donc je me suis dit, ah ouais, c'est quand même fou, parce que là, il y a quand même des mains qui dominent, il domine tous les bluffs, etc. Mais quand on y pense, c'est quoi la range de 3 bêtes non all-in en value de Kim ici, quand on a 20 blindes? Selon moi, ça va être As-Dame suit, As-Roi suit et 2 Dames plus. Donc que des mains qui crushent totalement Angelov, hein. Il n'y aura pas d'As-Valet, même suité à mon avis. Il n'y aura pas de paire de Valet, paire de 10. Hein. C'est des mains qui vont faire tapis directement, selon moi. Donc si on enlève ces mains-là de la range, on est vraiment avec un pur bluff catcher pré-flop en quelque sorte. Et en fait, même au flop, on va avoir du mal à savoir si on doit y aller ou pas, parce que contre sa range de value à Kim, il n'y a pas trop de flop qui va nous mettre vraiment bien, parce que contre 2 As de Roi, 2 Dames, si on fait une top pair, on est vraiment très mal. Si on est contre As-Roi, As-Dame, si on fait une top pair, c'est une chance sur 2. Et en revanche, contre sa range de bluff, du coup, qui va être, comment on va dire, Roi 8 suit, Dame 8 suit, peut-être As-5 suit, ce genre de main-là. Et c'est pas non plus la joie, évidemment, hein. Quand on va faire une top pair, on va avoir du mal à réaliser notre équité, justement, parce que notre adversaire aura aussi des mains très très fortes dans sa range. Donc Angelov qui a décidé de folder, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être EV-, peut-être qu'on peut call, voire jam ici, ça pourrait être pas mal. J'ai regardé, du coup, ce que fait HRC, et ici c'est assez parlant, puisque, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une main pivot, hein. Là, on voit que on a 73% de tapis, mais aussi un tout petit pourcentage de call et une partie de fold. Et en fait, tout est quasiment équivalent, hein, à quelques milliers de dollars près, ce qui est vraiment zéro, hein, en table finale des World Series. Et donc je comprends pourquoi Angelov a préféré fold plutôt que de jouer contre un des joueurs potentiellement les plus agressifs de cette TF, un énorme pot, alors qu'il y a d'autres joueurs peut-être un petit peu moins dangereux.
Je comprends tout à fait pourquoi il a décidé de folder et honnêtement, je pense que c'est extrêmement bien joué. Donc bravo à Boris qui a pris une excellente décision ici, je pense. Et il suffit que ici, c'est très profil dépendant, quoi. Il suffit que Kim ne 3-bet pas assez de mains en bluff pour que le fold soit une obligation. À l'inverse, s'il 3-bet un peu trop en bluff, ce sera vraiment nécessaire de call ou de jam. Donc voilà, c'était très très close en tout cas, et il a pris une décision assez sage, notre ami bulgare. Quelques mains plus tard, Joseph Serok qui va buster. Alors c'est pas un coup marquant, hein, je me souviens plus vraiment, mais c'était un setup sur lequel il a perdu. Il termine à la 8e place pour 1 250 000 $. Bravo à lui, on l'aura pas trop vu jouer sur cette TF. Donc pas grand chose à dire sur lui, mais si ce n'est un énorme GG, parce que c'est toujours incroyable, hein. On signe tous pour aller à Vegas et faire 8e du main event, c'est quand même assez ouf. On voit derrière que Griff célèbre avec son papa derrière. Je pense que c'est Astet qui a busté Serok, mais Griff qui célèbre quand même le palier passé, alors qu'il est chip leader. C'est beau, mais c'est normal en même temps. Quand on est sur un one time comme ça, les 250 000 $ empochés, ça reste énormément d'argent. Même quand on est chip leader, on est obligé d'être content pour ça. Quelques mains plus tard, et là c'est assez marrant, Angelov qui open encore son bouton avec As-8 off, et Kim qui décide à nouveau de 3 bêtes avec Roi 6 suité. On est toujours sur les blindes 2 millions, donc il a un peu plus maintenant, il a 26 bébés. Mais Roi 6 suité, pour le coup, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ça fait 2 fois qu'il prend ses spots coup sur coup. Donc là, on peut commencer à se dire que notre ami, il overbluff peut-être un petit peu. Et qui arrive en big blind, et bah c'est notre ami Lena 900, Niklas Astet, qui se réveille avec 2-10. Et là, honnêtement, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est ce joueur va faire le play que aucun d'entre vous n'aurait osé faire, je pense, en table finale, comme ça, du plus gros tournoi du monde. Là où je pense qu'on aurait tous, moi y compris, jam nos 25 blindes effectives avec 2-10 sans se poser de questions, en se disant que c'est la seule bonne décision, qu'on veut pas se prendre une horreur ou quoi, et qu'il faut prendre notre FE, il faut gagner ce pot tout de suite. Astet, lui, il a compris que Kimi 3 était trop. Il a compris qu'il pouvait le faire dérailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a click. Il a min 4 bêtes pour 18 millions de jetons. Angelov, évidemment, qui a un fold très facile. Et Kim qui commence à tanker, qui commence à réfléchir. Et là, on se dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'étais persuadé qu'il allait snap fold en regardant l'ATF. Et ben non, ce qu'il va faire Brian Kim, c'est qu'il va juste go broke pour 26 blindes avec Roi 6 suit. 5 bêtes chauves en bluff à 7 left du main event des World Series. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des implications que ça a en termes d'argent, ce qu'il vient de faire, Brian. Et là, Astet, il est pas si content que ça, hein. Alors, j'ai regardé un peu, là aussi, j'ai fait les petits calculs que je vous mets en bas de l'écran. En pur CEV, il lui faut 31,4% pour call, mais là, on imagine qu'il y a au moins 10 voire 15% de risque premium. Donc, idéalement, on aimerait avoir au moins 35% d'équité pour call, voire 36%. Si Kim n'a aucun bluff et qu'il prend que As-Dame suité plus, 2 Dames plus, qui était un peu la range qu'on lui avait attribué tout à l'heure en value, là on a que 30%, et aussi fou que ça puisse paraître, ici on doit folder avec 2-10, même si on était clairement en value sur notre 4 bet. Mais si on pense que Kim est capable de 5 bet bluff une partie de ses 3 bet bluff, et on va avoir un call profitable. Et donc là avec Roi 6 suité qui est même pas censé être un 3 bet bluff, on voit qu'il part à tapis. S'il y a seulement 4 combos, donc une main de Roi X suité qui prend systématiquement à tapis, ça devient un call. Et s'il y en a 2, donc 8 combos, s'il fait tout le temps ça avec Roi 6 et Roi 7 suit par exemple, on a un call obligatoire. Et Astet qui va pas réfléchir très longtemps, qui va payer assez vite, donc qui est assez sûr de son read pour le coup, et qui a eu raison. On va avoir le run-out qui va être un peu fou, puisque même si Niklas va toucher son 10 au flop, on a un flush draw qui vient faire son apparition pour Brian Kim, qui a peut-être la chance de faire le casse du siècle. Faut se dire que c'est un énorme pot ici, à plus de 100 millions de jetons, donc il y a plus de 50 bébés, voire 60. Et la river qui va être le 6 de pique, Niklas Astet qui va souffler, et Brian Kim qui va buster à la 7e place pour 1,5 million de $. Voilà, un coup vraiment fou, et là je pense vraiment qu'il faut dire un vrai coup de chapeau à Astet, parce que le fait d'avoir eu cette lucidité de 4 bêtes non all-in pour call contre un joueur sur qui il avait un read qui bluffait trop, c'est vraiment exceptionnel, hein. Je pense que beaucoup de joueurs ici, par simplicité et pour pas avoir de regrets plus tard, alors que c'est le one time de ta vie, ils auraient juste fait tapis. Lui non, il a 4 bêtes non all-in, il s'est fait jam, il a appliqué son plan, il a call, et bravo à lui parce que ça a payé. Immense décision, et énorme coup de gagné par Niklas Astet. Chapeau. Quelques mois plus tard, c'est Tamayo qui double up ici. On voit qu'il a rejam 16 blindes, Je crois qu'on est passé sur 2,4 millions. 16 blindes avec 38 millions de jetons, c'est ça.
As-9 off en small blind contre bouton, rien à dire. Payé par As-3, rien à dire. Et il frappe le 9 river. On voit la célébration, là, la joie. On a l'impression qu'il a gagné le tournoi. Mais en vrai, ça vaut tellement d'argent que je comprends tout à fait. Hein. C'est normal de réagir comme ça, c'est humain. Voilà, une river complètement folle qui lui permet de rester en vie dans ce tournoi. Quelques mains plus tard, on a un coup assez fou. Alors là, on a un open de Griff au hijack avec valet 8 off. Donc déjà ça, évidemment, c'est très contestable. Hein. Un open beaucoup trop loose. Griff, il est plus chip leader à ce moment-là. Hein. Faut se dire que c'est Niklas Astet le chip. Peut-être qu'il y a que des joueurs qui couvrent à sa gauche, mais je suis même pas sûr de ça. Et on a Seigel qui se réveille ici avec 27 blindes, 28 blindes environ. As-Dame suité. Et il décide de flat. Et ça, énorme erreur. Hein. Là, c'est un 3-bet call. Hein. 3-bet non all-in et call tous les jours hein, avec As-Dame suit ici. On veut prendre de la value contre des mains qu'on va dominer chez Griff, qui va peut-être payer des mains comme Roi-Dame, comme même Dame-Valet suit, As-10, As-Valet, etc. On a envie de prendre la value contre ces mains-là. On a envie d'induce peut-être quelques 4-bet chauves en bluff, même si on n'est pas sûr que Griff soit capable de le faire. Et là, avec ce flat, on prend une décision vraiment très passive avec une main forte. C'est vraiment, vraiment dommage. Et vous allez voir que on n'est pas au bout de la passivité sur ce spot, puisque le flop qui vient Dame 9-2 bicolore, excellentissime flop pour Seigel. Et Griff qui décide de c-bet ici pour environ un tiers du pot. Seigel qui pour moi un check raise mais magnifique quoi, c'est inespéré. Tu te retrouves avec top pair, top kicker, cette main qui est juste censée être absente de ta range ici. Il faut juste essayer de tout prendre à roi dame, essayer de tout prendre à dame valet. Il faut absolument essayer de tout prendre et de tout mettre dans ce spot. Il a décidé de call ici pour un tiers du pot. C'est dommage parce que quand on y réfléchit, c'est assez facile de lui trouver des bluffs. Hein. À Seigel, il peut avoir des mains comme roi 10 suité, roi valet suité, valet 10, quelques flush draws. Voilà, il y a tellement de mains qui pourraient raise ici en bluff que c'est dommage de ne pas prendre ce combo de value qui est la main ultime qu'il pourrait prendre. Ici, il décide de call et ça va mal tourner pour lui puisque la turn, qui est un roi de pique qui ne l'avantage pas trop, Griff qui décide de 2 barrels pour 60% du pot et Seigel qui fold assez vite. Donc là aussi, overfold assez clair. Voilà, là je pense que vraiment il a payé sa passivité, notre ami Seigel. Et Griff, le joueur amateur ici qui a vraiment, alors open beaucoup trop loose, mais qui derrière a vraiment bien joué le coup et qui a réussi à faire un gros fold à son adversaire, donc bravo à lui. Jordan Griff qui est un peu le héros hein, de cette TF, vous allez voir, il y a eu beaucoup de coups comme ça où il s'est retrouvé à faire des trucs un peu dingues et souvent prendre les bonnes décisions alors que c'est le joueur le moins expérimenté. Ça force l'admiration. Bravo Jordan. Et ça, j'ai voulu montrer cette main parce que je trouve que pour un joueur de l'expérience de Tamayo, qui est quand même un joueur pro depuis plus de 10 ans, peut-être 20 ans, c'est assez surprenant de le voir faire ça. Donc Niklas Astet qui open son bouton avec 4-3 suité en tant que chip leader, c'est tout à fait standard. Et Tamayo ici en big blind qui a pareil, plus de 20 blindes, hein, il a 25 blindes environ. Bon, t'as 25 blindes, t'as As-3 suit, t'as mieux à faire que jam directement. Hein. Donc là, je pense qu'il y a deux choses. C'est peut-être un peu le stress de la table finale. On n'a pas envie, là, sur un one-time comme ça, de jouer des coups trop compliqués, donc on fait tapis. Et deuxième chose, c'est que Stat, il fait peur, quoi. On a peur de jouer contre un mec comme lui. On n'a pas envie de se retrouver à jouer post-flop hors d'opposition contre un joueur aussi redoutable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tapis. Tant pis, on abandonne un peu de V pour pas faire d'erreur. Je peux comprendre d'un côté, mais de l'autre, je pense que quand on a autant de bouteilles, on peut être capable de jouer post-flop, même contre un excellent joueur, avec une main aussi forte qu'As-3 suité. Donc là, pour moi, le play, c'était encore une fois de 3 bêtes pour environ un quart de son stack, donc environ 15 millions ici, ça aurait été le meilleur play pour induce des 4 bêtes jam en bluff. En plus, il est capable d'en faire à Astet des 4 bêtes jam en bluff. On veut qu'il le fasse, donc c'est vraiment trop dommage ici d'avoir fait tapis directement avec As-3. Astet, évidemment, qui va snap fold ici, et ça aurait été le cas aussi sur un 3 bet sizé, mais ça, je pense que c'est vraiment une très très grosse erreur pour un joueur de son niveau de faire tapis ici avec une main si forte, un peu emporté par l'événement, je pense. Encore un moment d'émotion hein, dans cette TF. Là, on voit Boris Angelov qui part à tapis en small blind avec 10 bébés pour avec As-5 off, rien à dire. Lena 900 qui se réveille avec As-Valet, évidemment, c'est payé. Et là, on voit le rail bulgare qui était bouillant. Hein, je ne compte pas les cadavres de bière qu'ils ont autour d'eux, les Bulgares. C'est assez ouf. Et on va voir le flop avec ce 5 qui permet à Angelov de passer devant. Et là, on voit, regarder cette réaction. Ça me tue. Franchement, ce que j'aime le plus voir au WSOP, c'est vraiment ces réactions-là. Donc ça va hold hein, pour Angelov et on voit donc la célébration complètement folle. Là aussi, pareil, on dirait qu'il est champion du monde, ça y est, quoi. C'est assez dingue. Tout le monde qui lui saute dans les bras. Il exulte, quoi. Alors que c'est quand même un excellent joueur, un joueur pro qui sait qu'il doit gérer ses émotions, etc. Mais là, c'est juste trop pour tout le monde. Sauf pour un mec, Astet, lui, regardez la réaction, le flegme du gars. Voilà.
Ça, c'est le flop. Donc là, vous voyez son rail, le joueur, son pote à sa gauche, à sa droite, pardon, qui est complètement déconfit. On voit vraiment la déception et tout. Et lui, vraiment, hein, legit, c'est pas juste un screenshot de Astet qui s'en fout. C'est juste vraiment que le gars n'a pas sourcillé. Il y a eu ça. Voilà, il a fait ça et c'est tout. Voilà. Et ça, en vrai, ça a l'air de rien. On peut se dire, ouais, ce gars, c'est un robot et tout. Mais non, c'est pas un robot. Ça, c'est un gars qui a travaillé mentalement et qui est arrivé à ce niveau-là. Et quand on se demande, quand on entend des gens dire, ouais, c'est quoi qui fait vraiment la différence entre les top joueurs et tout, est-ce que vraiment juste techniquement, parfois, enfin, vous entendez souvent cette réponse de joueurs qui vont vous dire, non, non, c'est juste que mentalement, les gars, ils sont impassibles, c'est des machines. Ils ont réussi à complètement se détacher du résultat, des run-outs, des émotions et tout. Angelov est un excellentissime joueur de poker, j'ai aucun doute là-dessus, mais voilà, Niklas, c'est mais genre incroyable, toute la détente qu'il a eue pendant toute cette table finale, et là voilà, il est en train de se prendre un bad beat qui vaut des millions de dollars, il s'en fout. En tout cas, il laisse rien transparaître, et le gars, il est concentré juste sur ses décisions, il sait très bien que ça, ce run-out, ce flop, cette turn, cette river, c'est un détail dans sa vie, il pourra jamais rien y faire, et vraiment, vraiment, respect, j'ai été admiratif de tout ce qu'a fait Astet pendant cette table finale jusqu'au bout, parce que vraiment c'est exactement là qu'un joueur de poker professionnel rêve d'arriver, quoi. C'est assez fou ce qu'il est capable de faire, autant techniquement que mentalement. Derrière, en plus, ça va pas aller mieux hein, pour Astet. Alors, j'ai pas été dans le détail de ce coup parce que c'est assez standard. Hein. Il a open paire de 10, défense de Tamayo. Et puis ce flop qui vient As-Valet 10, il vient mettre 3 barrels all-in contre Tamayo qui est encore relativement short. Évidemment, c'est payé par les Nuts hein, en face et c'est un double up pour Tamayo. Astet qui, encore une fois, n'a quasiment pas sourcillé alors que c'est un énorme setup, ça vaut très très cher. Son stack qui retombe un peu average, c'est terrible. Mais le gars ne lâche rien, pas une émotion. Incroyable. Encore pour illustrer que Segal est un joueur vraiment fantasque, regardez Tamayo qui open son bouton et Segal qui décide de 3 bêtes avec 7-4 off, sa big blind. On est à 7 left du main event des World Series. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? C'est assez dingue. Non, on est à 6 left, 6 left. J'arrive pas à concevoir qu'on fasse une chose pareille. Gonzalez, qui est juste à côté de lui, qui a un stack assez short en plus. Angelov aussi qui est relativement short. Il y a 3 joueurs qui ont des stacks assez similaires aux siens. Bon, il est dernier certes, mais il a quand même une grosse pression ICM et il décide d'envoyer 13 millions de jetons sur ses 51 millions du début du coup avec 7-4 off. Donc ça pour moi c'est vraiment inimaginable. C'est passé ici. Peut-être qu'il avait un read que Tamayo était weak, je sais pas. Mais voilà, quand on voit que derrière il a joué passivement une main comme As-Dame suité et qu'il s'est retrouvé à overfold et tout pour ensuite faire ça, non, c'est un spew, hein, désolé Jason. Là pour moi ça c'est carton rouge. Hein. Alors ici on a un open UTG il me semble d'Angelov, donc low jack, hein, on est 6 left. Griff au cutoff qui décide de 3 bêtes, bon choix de combo, bien joué, bon sizing aussi, hein, il a réussi à ne pas se commit, hein, il fait à peine plus d'un quart du stack de son adversaire, donc c'est très bien joué. Et Gonzalez qui va se réveiller en small blind avec 2 rois. Il a quoi? Il a une vingtaine de bébés. Là, il n'y a pas d'autre décision que tapis. Hein. C'est pas comme tout à l'heure avec Niklas qui avait 4 bet size. Il était en position sur le joueur qui avait 3 bêtes. Là, il est hors position sur tout le monde. Il a moins de jetons aussi. C'est la seule décision possible ici de tapis chez Gonzalez. Et là, respect. Bravo Angelov qui trouve le fold. Gonzalez qui a été relativement tight en plus depuis le début de l'ATF. Donc très bien joué de la part de Boris que j'ai trouvé vraiment très fort lui aussi. Mais ça m'étonne pas. Hein. Comme je vous ai dit, il y a une génération de top reg bulgares qui est monumentale et j'ai vraiment l'impression qu'il en fait partie, ce joueur, qui a été, je trouve, pixel perfect toute la TF. Bravo, magnifique fold ici. Il a compris qu'avec une telle pression ICM, Gonzalez allait vraiment chauve, ultra tight. On n'est même pas sûr qu'il ait 2-10 dans sa range ici. Angelov qui est quand même UTG. Donc voilà, excellentissime fold, vraiment bravo. Alors, la main suivante que j'ai décidé de vous montrer, c'est juste plus pour la réaction que je trouve vraiment marrante, plus qu'autre chose. Donc, c'est un pot en BVB où il y a eu limp check hein, entre Astet et Griff. Griff qui a décidé de miser le flop, call d'Astet, il me semble que ça fait check à la turn. Et River, on arrive River avec un gros bet de la part de Astet, hein, qui pote quasiment, payé par Griff qui est choc bar comme on dit au moment de son call. Il voit Astet retourner à 6, il est genre « Ah oh non, pas ça !» Voilà, j'ai trouvé la réaction vraiment très marrante et on voit vraiment le joueur amateur qui vit son truc à fond, ça fait trop kiffer ça. Et bon, en plus, il le joue pas mal son coup, hein, y a rien à dire. Malheureusement pour lui, il s'est fait setup ici par l'ENA 900 qui continue à monter des jetons et qui, malgré les bourrasques hein, qu'il a pu rencontrer avec un bad beat, avec un gros setup, continue à monter et repasse chip leader. La classe.
Gonzalez qui, à son tour, va nous faire un fold de mutant pour le coup, vraiment. Alors, il a open, il me semble. Je crois qu'il a UTG. Peut-être qu'il a UTG. Et Griff, il vient 3 bêtes sa small blind et fold très rapide de Gonzalez. Et là, j'ai été vraiment impressionné. Je pense pas que ce soit un fold, honnêtement. Peut-être qu'il avait un read aussi sur Griff qui, comme on l'a dit, le joueur amateur montrait peut-être quelques tels. Je ne sais pas, c'est toujours dur à dire comme ça en revoyant a posteriori. Lui, sur le moment, il peut percevoir des choses. Hein, c'est quand même pas pareil à la télé. Donc vraiment bravo à lui. À la fois un fold peut-être un peu trop tight, mais en même temps, ici, force est de constater que c'était le bon play. Donc voilà, GG, on va pas s'étendre là-dessus. Bravo, bravo à notre ami Andrés. Alors, une main assez surprenante encore une fois, Angelov qui open UTG, ça défend chez Seigel en big blind avec As-9 suité, pour l'instant rien à dire. Le C-bet d'Angelov qui part pas très cher, hein, il me semble qu'il a fait un carpo. Et là, on voit Seigel qui raise avec deuxième paire top kicker. Et là, désolé, mais non. Tout à l'heure avec As-Dame, c'était quasiment le même board. Hein. C'était Dame 9-2 bicolore. Il avait décidé de check call As-Dame. Et là, il décide de check raise As-9. Qu'est-ce que tu représentes, Jason, si tu n'as pas top pair dans ce spot? C'est ça qui me rend fou. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un souci de cohérence. Et je pense que c'est peut-être un peu les misplays qu'on faisait énormément dans les années 2000. Alors, bon, je jouais pas au poker à cette époque, j'étais encore mineur. Mais voilà, là, ça ressemble vraiment à un raise pour info, quoi. Il veut savoir où il en est. Il veut un peu protéger contre un tirage, mais en vrai, il donne complètement les cotes parce que c'est un raise vraiment pas cher. Angelov, il va jamais lâcher un flush draw pour 4,8 millions ici dans 25 millions. Donc, il n'accomplit absolument rien. Il va faire folder les mains moins fortes. Il va se faire payer que par mieux. Et il va faire jam peut-être des tirages contre lesquels il va devoir folder alors qu'il est devant. Enfin, vraiment, c'est le pire play qu'on puisse faire selon moi. Il avait un call automatique. Angelov qui va faire tapis et ça va snap fold évidemment chez Seigel, et Angelov qui célèbre encore son gros pot gagné, hein, parce que là il passe à 60 millions alors qu'il était, potentiellement en train de tomber short. Donc non, vraiment bravo à Angelov qui a encore pris la bonne décision, et Seigel qui a fait un check raise vraiment vraiment cata, hein, désolé, mais je vais m'acharner un peu sur lui, mais pour moi vraiment il est complètement passé à côté de sa TF. En même temps c'est un joueur, à mon avis, il a des lignes and done des années 90, hein, donc qui à mon avis ne joue plus beaucoup, en tout cas qui ne joue plus à haut niveau. Et ici ça s'est vraiment ressenti, hein, que c'est un joueur un peu dépassé par la nouvelle génération, qui a fait beaucoup de grosses erreurs. Bravo à lui quand même, parce que n'empêche, moi je commente derrière mon écran, et lui il est en table finale à 6 left du plus gros tournoi du monde, donc vraiment GG à lui, genre sûr qu'il l'a mérité sa place, mais j'ai trouvé que sur cette TF il avait fait des grosses erreurs. Plus facile à dire qu'à faire, hein, de toute façon, parce que sur un événement pareil, c'est assez facile d'être dépassé par les événements et de faire des grosses erreurs, parce que juste mentalement, c'est très dur de suivre. Là, on voit Gonzalez qui va encore faire un fold très très tight. Hein. Ici, il a 3 bêtes et il y a un call 4 de Griff. Il a décidé de folder son As-3 suité. On voit qu'il était contre As-3 suité. Donc, deuxième gros fold très très tight de Gonzalez. Celui-là, autant le 2-10, j'ai envie de dire bravo, autant là, je pense qu'on doit y aller, hein, avec As-3 suit, c'est quand même une main trop forte. Il y a de l'ICM, certes, mais je sais pas, je suis assez dubitatif là-dessus. Néanmoins, il va se retrouver avec 2 valets ensuite contre paire de 3, il va avoir un nouveau double up, encore paire de 3, hein, décidément, qui est la main du joueur qui couvre sur cette TF, c'est vraiment systématique. Il va prendre un gros pot à l'ENA 900 et se replacer. Malheureusement pour lui, quelques mains plus tard, rebelote, Gonzalez contre As-tête, cette fois pas de paire de 3 mais un As-Dame, et le flop qui va venir As-10-10 pour Niklas. On voit le dépit, hein, chez Gonzalez qui malheureusement ne va pas trouver de turn ou de river pour améliorer, et il va terminer donc à une 6e place pour 2 millions de dollars. Il aura sûrement des souvenirs incroyable, hein, de son voyage à Vegas, parce que le gars est reparti avec 3 millions de dollars à peu près, alors qu'il avait, je sais plus ce que j'ai dit, 100 000 sur Hendon, quelque chose comme ça. C'était un joueur qui était quand même relativement en début de carrière, live en tout cas, et qui vient nous sortir un enchaînement de perfs monumental. Mais bon, malheureusement, quand on bust, même après un run pareil, on est toujours triste. Et encore une fois, As-tête qui a quasiment pas sourcillé, hein, évidemment, sur ce flop, ni quoi que ce soit. Il est juste venu serrer la main à son adversaire, et puis c'est tout. Angelov ici, qui décide au cut-off de jam 6 blindes, hein, on est sur 1,5 million, 3 millions. Tamayo qui call sans conviction, hein, là ici avec Roi 6 off, il a vraiment un peu hésité, après il s'est dit bon allez, gamble un peu, on va essayer de passer un palier. Il avait vraiment l'air de dégager ça, hein, de son visage au moment où il a payé. Il voit cette paire de 6, évidemment il est pas hyper content, mais en même temps, tu n'allais pas souvent être devant ici avec Roi 6.
Le rail bulgare toujours bouillant, hein, on voit les bières qui s'accumulent, les sourires jusqu'aux lèvres. On est content de ce setup, hein, évidemment. C'est plutôt cool la trans 70-30 à ce moment-là. Malheureusement, voilà, les visages qui vont se déconfier un petit peu au moment du flop. Roi 5-4. Angelov qui n'a qu'un out clean, hein, ici. Mais après, il va aussi jouer pour des splits s'il arrive à faire quinte. Mais c'est quand même assez triste. Et malheureusement, il n'est pas au bout de ses peines puisque la doublette du roi arrive turn qui va le rendre tout simplement drawing dead. C'est terminé pour Boris Angelov. Là, on voit, on est passé au désarroi complet, hein, sur les visages. On réalise qu'on a perdu, que c'est terminé et qu'on va se contenter d'une 5e place avec quand même 2,5 millions de dollars. Immense bravo à Boris, j'ai trouvé que c'était un excellentissime joueur sur toute cette table finale. Vraiment gros GG à lui et bravo aussi à Tamayo qui est en train de remonter un gros stack. On est maintenant 4 left, regardez Tamayo, ses amis. Le visage de son pote en violet là est assez incroyable, j'ai rarement vu quelqu'un célébrer comme ça. Vraiment c'est assez fou. On voit ici dans le rail, alors là on voit pas très bien mais c'est le vainqueur 2015 des WSOP, alors j'ai oublié son nom, mais c'est un grand ami de Tamayo. Tamayo l'avait rail sur sa table finale et là il est en train de lui rendre le rail, ça c'est assez dingue. Et on voit hein, Tamayo qui inflige un deuxième bad beat, hein, puisqu'il avait gagné déjà As-9 contre As-3 contre Griff. Et maintenant, il se retrouve avec un bon stack à 4 left, alors qu'il aurait pu buster en tout début de table finale. Donc remontada assez folle du joueur américain. Et maintenant, on n'est plus que 4. On a donc Astet qui est toujours là, Griff l'amateur, Seigel le vétéran et Tamayo le joueur pro. Également. Donc vraiment 4 profils assez différents, assez distincts. Je pense Tamayo qui a un peu plus le profil du joueur live accompli, vraiment. Astet qui est le pur monstre du online et Seigel le joueur un peu à l'ancienne, Griff le joueur amateur. On a vraiment 4 profils assez distincts. Là c'est la main suivante et Tamayo qui décide de jam 12 blindes. Contre Seigel qui est le short stack du tournoi. Alors ici je vous ai mis les stacks parce que c'est vraiment important. On voit effectivement que Niklas Astet et Griff ont un très gros stack, hein, de plus de 70 blindes. Tamayo en a une cinquantaine et Seigel lui a 12 blindes, hein. Bon, il est big blind hanté donc en vrai il a 35,5 millions. Pas d'ICM du tout, hein. Ici Seigel, il faut se dire qu'il a réussi son tournoi, il est dans son top 4, il pouvait pas trop espérer plus avec son stack, maintenant il est très short, il doit gamble un peu pour essayer de remonter. Et ici, en principe, avec Valet 9 suité, c'est un call assez automatique en réalité, même Valet 8, voire Valet 7 peut être payé. Donc avec Valet 9 suite, il a un call très très large. Tamayo avec Dame 3 off, évidemment, ce n'est pas un combo qu'il doit prendre à tapis. Je pense qu'ici, alors j'ai pas seul le spot pour le coup de son côté, mais ça va être Dame 5 ou Dame 6 le bottom. Sauf que si Seigel il se met à folder des mains aussi fortes que Valet 9 suite, on peut imaginer qu'il va beaucoup overfold et ça devient intéressant de faire trop tapis. Donc très très bon exploit ici de la part de Tamayo, qui est quand même un très bon joueur, hein. Il a eu de la chance, mais il a quand même très bien joué. Seigel qui va faire le mauvais fold et Tamayo qui va prendre un nouveau gros pot. Quelques mains plus tard, Seigel, cette fois-ci, n'aura pas de décision, hein. Il a 9 blindes, à nouveau en grosse blinde, open d'Astet au cutoff. Il fait tapis, et Astet ici qui réfléchit un peu et qui décide de call avec As-3 suité. Peut-être un peu loose au vu du profil de son adversaire. Mais malheureusement pour Seigel, qui avait trouvé un super spot pour double up, Niklas va faire quinte, river, avec ce 2. C'est assez terrible, mais Jason Seigel qui, comme je l'ai dit, était short, avait besoin vraiment d'un miracle de toute façon pour espérer faire mieux qu'une 4e place, repart quand même 4e avec 3 millions de dollars. Franchement bravo au joueur canadien. J'ai peut-être été un peu taquin avec lui, mais honnêtement, s'il est arrivé là, c'est qu'il a quand même fait un parcours splendide, donc immense GG à lui. On se retrouve à 3 left, donc on a 3 joueurs, Astet, Tamayo et Griff, et ils sont quasiment les 3 au même stack. Ici, on va avoir un coup vraiment hyper intéressant puisque Astet va open son bouton. Ici, on est sur les blindes 2-4 maintenant, j'imagine. Et Griff qui décide de 3-bet pour 28 millions. Donc, tout à fait normal ici en small blind avec paire de 9. Bien joué de sa part. Il fait environ 3.5x avec ses profondeurs. C'est tout à fait bien joué. Il aurait même pu faire 4x. Astet ici qui décide de call. Et là, on peut se poser une question. Est-ce que c'est un call ou est-ce que c'est un fold? Moi, je pense qu'ici, quand on est à 3 left et qu'on est contre un pro et un récréatif, même si Griff, encore une fois, respect à lui, il a bien joué, il n'y a rien à dire. On a quand même plus envie de jouer le récréatif en position. Donc, Astet ici a fait un exploit que vont faire énormément de joueurs professionnels, que ce soit en ligne ou en live, contre des récréatifs. Ils vont un peu plus payer en position. Surtout que Griff, c'est pas le genre de récréa qui 3-bettait pas, hein. Il était plutôt du côté aggro de la force. Donc, pour moi, le call est vraiment très bien joué ici de la part de Niklas. Voilà, bien joué de sa part. Et le flop qui va venir 19-3 bicolore ici avec 2 carreaux. Il me semble qu'Astet avait un carreau, hein. Ouais, il a le valet de carreau. Donc brelan floppé chez Griff et beaucoup d'équité quand même chez Niklas.
Griff qui va c-bet ici pour 25 millions de jetons et c'est payé par Asted, donc c'est environ 40% du pot. Je pense qu'il n'y a pas trop de décisions pour Nicolas ici, on n'a pas envie de raise non all-in et fold, ça serait catastrophique. Jam serait un peu trop bourrin ici, le call est vraiment la meilleure option, on bat quelques mains en plus si jamais Griff a des 3 bêtes light avec des mains comme, je sais pas moi, Dame Valet, Dame 8, Valet 8, 8 pourquoi pas 8, 7, 8, etc. Donc le call me paraît good. Turn c'est un Valet de trèfle, donc maintenant on a un board doublement avec double flush draw. Top pair, gut shot chez Astet, on bloque quelques mains fortes hein, aussi, on bloque de roi, on bloque de valet, on bloque roi-dame, on a quand même un combo intéressant. Et Griff qui décide de partir à tapis, tout simplement, il nous lâche un overbet 140% pot all-in à la turn. C'est très bien joué, hein. Ça a l'air un peu bourrin comme ça, mais c'est très bien joué parce que ici, Griff est très 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 polarisé quand il fait ça. Moi, perso, je pense qu'il va peut-être faire ça avec un peu trop de mains en value du genre de as, de roi, de dame, mais c'est pas sûr qu'il le fasse. Hein. Peut-être qu'il va vraiment faire ça juste avec 2 paires plus et des bluffs. Et en fait là, pourquoi est-ce que c'est si bien joué que ça? C'est parce qu'il a énormément de bluffs perçus dans sa range. Griff, ça peut être des as-x de carreau, des as-x de trèfle, des mains comme des semi-bluffs du genre roi 9, dame 9, dame 10, roi 10, des mains comme as-dame, des mains comme as-roi même, pourquoi pas. Énormément de mains qui peuvent être prises en bluff ici, pourquoi pas 2-8, il y a vraiment pas mal de combos. Griff qui aime bien 3 bêtes les pockets moyennes en plus, on va le revoir sur d'autres spots. Donc ici à la place de Nicolas Astet, ce qui pourrait paraître être un fold à première vue, est vraiment une décision très très compliquée parce que c'est très facile de mettre Griff sur des bluffs. C'est pas si facile de mettre sur des mains qui ont vraiment envie de faire tapis ici. Évidemment, il y a 2-9, 2-10 et 2 dames, je pense, qui sont des combos assez naturels à prendre en value ici. Peut-être roi dame, peut-être dame 8 8 s'il a 3 bêtes. Et en revanche, on a aussi chez Griff des mains peut-être qui vont un peu juste fast play leur équité, comme dame valet, comme dame 10, des mains combat. Et donc je pense qu'à la place d'Astet, c'est un call. Hein. Et là où c'est triste, c'est qu'Astel, il est couvert de 500 000 jetons dans ce spot. Il va beaucoup réfléchir. Hein. On voit pour la première fois de la TF d'ailleurs, il va enlever ses lunettes après 9 heures de jeu. Donc c'est dire si il est conscient que c'est la décision de sa vie, hein, Nicolas, peut-être, en tout cas pokeristiquement parlant, hein, je parle pas de sa vie perso. Donc voilà, décision ultra critique pour Nicolas Astet. Et après plusieurs minutes de tank, il va décider de faire le call. Malheureusement, il va avoir la mauvaise nouvelle. Jordan Griff qui va se précipiter vers son rail et répéter plusieurs fois « Dodge a queen, we need to dodge a queen ». On doit éviter une dame. Il le répète sans arrêt. Bah ouais, ils jouent tous les deux hein, le coup de leur vie. Bon, Astet, il en aura peut-être d'autres des coups aussi importants dans sa carrière, mais évidemment pour Jordan Griff, c'est le coup d'une vie ici. Et il a quand même 92% d'équité contre Nicolas Astet. Et la river qui vient, un roi, poteau pour Nicolas, qui finit 3ème pour 4 millions de dollars. Probablement la plus grosse perte de sa carrière, je sais pas, je connais pas son Sharkscope par cœur. Mais en tout cas, immense bravo à un immense joueur qui m'aura fait vibrer, en tout cas, sur cette TF, autant par son jeu que par son flegme, qui était vraiment légendaire. J'ai rarement vu un joueur avoir autant de self-control dans des situations aussi folles. Donc vraiment bravo à lui, et bravo surtout à nos 2 finalistes. Jordan Griff, donc ce joueur amateur, dont la meilleure perf était une 9e place sur un WSOP circuit qui a 40 000 $ de end on mob, donc qui vit vraiment un conte de fées. Et Jonathan Tamayo qui vit lui aussi un conte de fées, hein, rappelons-le, en tout début de TF, il a double up River avec As-9 contre As-Roi, ce qui lui a permis derrière d'enclencher la remontada. Il a aussi éliminé, c'était Angelov avec une main où il était dominé. Il a eu vraiment un run assez incroyable sur cette table finale, mais j'ai pas trouvé qu'il avait mal joué. Il y a quelques coups que j'aurais joué différemment, notamment un jam, hein, As-Roi suité contre Nicolas Astet qui était pas bon, hein, il aurait dû 3 bêtes non all-in. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était quand même un joueur vraiment très compétent, donc vraiment un beau joueur de poker. Et donc Jordan Griff qui démérite absolument pas pour un joueur amateur. J'ai trouvé qu'il avait vraiment il s'était battu avec ses armes. Et c'est vraiment cool de voir des joueurs comme ça oser. D'ailleurs, on va du coup tout de suite attaquer ce heads-up hein, avec donc à cet instant-là Griff qui est chip leader hein, au début du heads-up. Et on voit que d'entrée, il va partir dans les toutes premières mains. Je me demande si c'est pas même la première main du heads-up. Dans un gros 3 barrels bluff. Donc Griff qui raise son bouton ici, payé par Tamayo. On voit qu'il envoie 3 barrels avec River quand même un bet 3 quarts pot sur ce board As-Roi 5, 2, 8.
Griff qui a Dame 4 off, hein, donc qui a un bloqueur sur quinte notamment, et qui avec sa Dame va bloquer quelques mains qui peuvent hero call, comme Roi-Dame, pourquoi pas. Donc c'est pas forcément mal joué de sa part. Et Tamayo ici avec As-6 8 qui va avoir une grosse décision parce qu'on est vraiment sur un coup hyper important, hein. Le bet à 75 millions de jetons, c'est quand même plus de 10% des jetons du tournoi. Et il y a énormément de jetons au milieu. Si Tamayo fold ici, il se retrouve avec, je crois, 20% des chips du heads up. S'il call et que c'est bon, à l'inverse, il passe devant. Donc vraiment un coup critique de chez critique. Tamayo qui, après une longue réflexion, va décider de call et gagner du coup un très très gros pot pour revenir à égalité. Quelques mains plus tard, on voit que Griff va continuer à agresser, mais là cette fois le 3 barrel bluff est beaucoup moins pertinent, je trouve. Enfin c'est un 2 barrel bluff d'ailleurs, même spot, hein, il décide de raise pré-flop, call de Tamayo. Il s'ébête le flop, call de Tamayo, et il décide de 2 barrels sur ce valet turn avec Otteras, et ça je trouve que c'est vraiment une erreur. Voilà, petite imprécision technique, hein, du joueur amateur, c'est pas surprenant, mais ici voilà, avec de la showdown value et sur une turn qui rend le board assez statique, on a plutôt envie de checker et hero call sur certaines rivers, plutôt que de s'empaler, on va dire, à 2 barrel bluff. Tamayo aussi qui a un call très facile. Heureusement, Griff qui a décidé d'abandonner son bluff river, et c'est devenu une blanque, hein, de toute façon, donc petit coup de gagné par Tamayo qui reprend l'avantage. Encore un coup assez intéressant ici, parce que je trouve que c'est assez illustratif d'un exploit qu'on va faire en tant que joueur professionnel sur un joueur amateur. Ça va être notamment les donc bêtes que l'amateur aguerri en tout cas ne va pas forcément connaître. Griff ici qui raise encore une fois, ça défend chez Tamayo avec 9-4 suit, rien à dire. Le c-bet qui est payé, rien à dire. Et sur la turn, Tamayo qui va faire un move qui va paraître assez évident et logique à faire pour plein de joueurs pro ou réguliers qui regardent cette vidéo. Il va décider de lead sur cette doublette du 4, c'est parfaitement standard, il n'y a rien à dire. Mais là où c'est moins standard, c'est qu'il va faire 2 tiers du pot, et ça, j'attire votre attention là-dessus parce que, contre un règle, je pense que Tamayo aurait bet moins cher, il aurait fait quelque chose de l'ordre d'un tiers, en tout cas c'est assez standard quand on lead turn sur des doublettes comme ça, de faire un tiers ou un quart pot. Et là, il a décidé de bet cher parce que il pense que Griff ne va pas le croire, tout simplement, parce que Griff, qui est un joueur amateur éclairé, on va dire, sait que c'est globalement mal joué de non-bet, et donc en voyant un gros non-bet comme ça, il va avoir tendance à mettre Tamayo sur un gros bluff. Je pense, c'est mon analyse personnelle du coup. En plus de ça, ça accomplit 2 choses côté Tamayo, c'est de prendre le maximum de value à un as, c'est très bien joué, il va pouvoir mettre un gros parpaing contre un as river. Et Griff ici qui a décidé de call. La river, il me semble, qui est venu le 3 de pique, et ça a fait check-check, parce que c'était vraiment la pire river possible pour Tamayo. Mais voilà, coup assez intéressant, j'ai trouvé, où Tamayo, avec son sizing, a réussi à exploiter son adversaire, c'est vraiment bien joué. Un coup un peu dingo là pour le coup avec Griff qui décide d'open son valet 6 suit, et Tamayo qui va 3 bêtes. C'est un des premiers 3 bêtes qu'on voit de ce heads up. Tamayo, je pense, qui comme beaucoup de joueurs, pareil, qui pensent avoir un edge en heads up, décide de 3 bêtes vraiment merger en value. Ça me paraît assez logique. Griff qui décide de call avec son valet 6 suit, ça je pense que c'est pas forcément très très bien joué. À mon avis, on peut trouver le fold ici dans une dynamique où il y a très peu de 3 bêtes. Néanmoins, le flop qui va venir, Dame 6-5. Tamayo qui va c-bet, je suis pas hyper fan. Je pense qu'on aurait pu trouver un check ici sur cette texture, surtout hors de position. Griff qui va payer assez logiquement, et la turn, c'est un valet de carreau sur lesquels Tamayo va check, et Griff va partir à tapis pour 80% du pot. Et là, à la place de Jonathan, bonne chance pour trouver la bonne décision, parce que y a quand même des bluffs chez Griff, des mains comme 7 et 8, des mains comme 8-9 suité, des mains comme 9 et 10 suité, pas sûr, mais 8-9 suité, il peut vraiment l'avoir. Des mains comme, pourquoi pas, Roi 10, Curry Float, c'est compliqué. Quelques flush draws aussi, des As-X de carreau. Tamayo qui unblock un peu tous les bluffs, qui bloque quelques mains de value comme Dame Valet, comme Valet 6 shoot, s'il pense qu'il peut l'avoir. Comme 2 As, comme As-Dame, etc. Donc à la place de Tamayo, c'est pas une décision facile. Il a décidé, après plusieurs gorgées de Gatorade, de faire le call, et la river qui va venir Roi de trèfle, qui va permettre à Griff de double up et de reprendre l'avantage. On va voir ensuite la main suivante ici, c'est Griff qui envoie un nouveau 3 barrel bluff, Tamayo qui décide de folder cette fois-ci, je comprends pourquoi. Mais voilà, extrêmement agressif, notre ami Jordan, c'est assez beau à voir de la part d'un joueur amateur. Ok, main suivante, là ça c'est assez dingue ce qui s'est passé. Tamayo qui open, et on l'a dit, Griff il aime bien 3 bêtes les pocket pairs intermédiaires, et là il le fait avec paire de 7. Et là on est toujours sur les blindes 4 millions, Tamayo donc qui a 40 bébés, et il décide de 4 bet jam Roi 10 off. Et ça pour moi, je suis pas fan. Tu penses que t'as un edge, t'es en position,
call, quoi. Va voir le flop, joue post-flop, laisse ton adversaire faire une erreur. Là, en faisant ton jam, tu vas juste perdre le main event les fois où tu vas tomber sur une main qui te bat. Et c'est quand même un peu dommage. Je pense qu'ici, il doit juste call le 3-bet et jouer en position tranquillement. Griff qui va beaucoup hésiter et qui va finir par call en plus. Donc vraiment un flip assez effrayant hein, pour 40 blindes entre roi 10 et paire de 7, c'est assez chaud. Tamayo qui est un peu... il comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Je pense que il est un peu dans le déni, tu vois. Il se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Pourquoi il me colle paire de 7? Ouais, mais pourquoi tu cadres chaud au roi 10? Ça commence par là. C'est toi le joueur pro ici, c'est toi qui dois limiter la variance, c'est pas lui. Et donc, je préfère largement le play de Griff à celui de Tamayo, étant donné le niveau d'expérience des deux joueurs. Maintenant, le flop va être ce qu'il est. Hein. Dame Valet 9 avec 3 cœurs, Tamayo qui va trouver un flop extraordinaire et qui va évidemment double up sur cette texture. Donc voilà, GG à lui. Il reprend, je crois qu'il revient quasiment even à ce moment-là. Ils ont quasiment les mêmes stacks, les deux joueurs. Et non, peut-être qu'il passe devant même Tamayo, j'ai un petit doute. En tout cas, quelques mains plus tard, rebelote. Tamayo open, Griff 3 bet avec paire de 6 et 4 bet all-in de Tamayo. Et là, désolé, mais non, quoi. T'as vu ce qui se passait quand tu faisais ça. T'as vu qu'il était capable de call paire de 7. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à refaire la même chose ici, encore une fois pour plus de 40 blindes, avec une main comme un 8-off qui peut tout à fait jouer au poker, quoi. Ok, t'as des bloqueurs sur 2-8, ok, t'as des bloqueurs sur des mains. C'est un peu mieux d'avoir ça que roi 10 dans les faits. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça si tu penses avoir un edge. Alors peut-être qu'il pensait pas avoir d'edge, hein, mais là je trouve que ça commence à faire beaucoup de punt chez Tamayo, un peu pré-flop. Alors il y a eu ce As-3 suit, c'est pas un punt à proprement parler parce que ça gagnait de l'argent, mais c'était quand même une grosse perte de V par rapport au fait de 3 bêtes non all-in contre As-tête. Autant contre un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde, je comprends. Mais là t'es contre un joueur amateur, joue au poker, fais pas ça, c'est un peu dommage. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, moi, sur mon fauteuil, alors que eux, ils sont en train de jouer pour 4 millions de dollars en heads-up. Évidemment, j'en suis conscient. Mais c'est dommage. Griff qui va encore faire le call, et cette fois-ci, il va être récompensé. Donc un partout, balle au centre. Est-ce que Griff a bien fait de payer une deuxième fois? Je suis pas sûr. Hein. Là aussi, c'est un coup un peu difficile à commenter. En tout cas, il va faire son brelan, ça va hold tranquillement, et il va double up. On passe à la main suivante ici. Je crois que ça a limpé cette fois-ci. Limp chez Griff. Check de Tamayo. Tamayo qui check le flop. Griff qui décide de miser. Et check raise de Jonathan Tamayo ici en value. Plutôt bien joué ici, je pense, contre un joueur qui a eu tendance à beaucoup montrer au showdown des deuxièmes paires, des troisièmes paires qui avaient mis plusieurs barrels. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de check raise. L'autre option aurait été effectivement de check call pour le laisser agresser sur plusieurs streets. Mais on a quand même une main qui a besoin de protection. J'aime bien. Griff ici qui se retrouve face à une décision pas évidente. Hein. Il a trop d'équité pour folder, c'est sûr. Je pense que call reste le standard. Mais là, il va nous surprendre un petit peu puisqu'il va attraper sa pilasse et mettre Tamayo à tapis. En même temps, Tamayo joue quoi, 111 millions derrière. Je peux comprendre qu'on ait envie ici de jam et de faire folder des mains qui auraient un peu d'équité ou quoi. Donc pourquoi pas. Je trouve pas que ce soit forcément mal joué de la part de Griff. Tamayo qui a un véritable mal de crâne, mais qui va se rendre à l'évidence qu'ici il faut payer. Là on voit qu'il compte les combos pendant longtemps, donc vraiment là pour le coup, autant j'ai trouvé qu'il avait eu tendance à un peu trop s'envoyer en l'air du coup sur ces spots où il avait 4 bet all-in et tout. Là on le voit vraiment calculer les combos, on voit qu'il a un peu repris en quelque sorte le contrôle mental de sa TF, de son heads up. Et après avoir compté les combos, il a décidé que oui, c'était bon, il fallait call avec 8 et 7. Bravo, ça c'est vraiment une très très bonne décision. La turn qui est un 3, une des meilleures turns possibles hein, pour Tamayo, puisque maintenant il ne joue qu'un 6 ou un 4, notre ami Louis, il ne joue plus les 5. Et la river qui sera un 9. Double up pour Jonathan Tamayo, à nouveau balle au centre, hein, ils sont quasiment à égalité. Tamayo qui repasse même devant ici, et on voit qu'il va open 8-3 off, hein, ce qui m'étonne pas spécialement, puisque voilà, il pense avoir un edge, on est 50 blind deep, il peut se permettre de jouer any-2 en heads up, il est en position, il n'y a pas de problème. Griff qui va défendre 9-6, pas de problème non plus. Et patatras le flop ici, puisque Griff va faire top pair, mais on va avoir bottom 2 chez Tamayo, un flop dans lequel on peut s'attendre à avoir pas mal d'actions, surtout avec deux joueurs qui ont un profil plutôt agressif. Check de Griff évidemment. Tamayo qui décide de miser ici, je crois qu'il fait 10 millions dans un poker fait 30, donc il fait 30% pot, 33% pot.
Et Griff qui se saisit d'une grosse pilasse et qui envoie un raise à 40 millions de jetons, donc 4x. Ici, c'est assez compliqué pour Tamayo. Est-ce qu'on veut call, est-ce qu'on veut faire tapis? Je pense que les deux options sont valides, mais Griff qui, à mon avis, a tendance à peut-être trop check raise des tirages pour folder, peut-être, par exemple. Contre ce profil, c'est peut-être un peu plus intéressant de faire tapis. Il va aussi peut-être avoir du mal à lâcher un 9. Tamayo qui réfléchit et qui annonce all-in ici. On voit que sa bouche est ouverte parce qu'il prononce les deux mots, all et in. Et Griff qui paye assez vite en se disant qu'on y est, quoi. On a top pair, on a une petite backdoor quinte, il faut y aller. Et il finit donc par call. Les deux joueurs qui rejoignent leur rail, la tension qui est à son comble, hein, Tamayo qui est pas si content de voir 9 et 6, donc évidemment c'est pas la pire main qu'on pouvait voir en face, hein, c'est mieux ça que 9 et 8, mais quand même, il est pas si content d'avoir, il a 70%, peut-être qu'il aurait préféré juste faire folder son adversaire et continuer à grind, je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant c'est le destin qui va décider, regardez, les deux joueurs debout, les gros billets qui sont là, le bracelet dessus, je trouve ce plan vraiment très très beau. Et on va voir la turn qui est un as de trèfle, qui est évidemment très avantageux pour Tamayo. Griff qui ne va jouer qu'un 9, un 6 ou un as maintenant, donc il a quand même quelques outs, hein, le bougre. Mais on est toujours plutôt bien, 8 out, 8 out. Et là, regardez Tamayo, il regarde un peu, il jette ce petit regard vers son rail. Attendez, est-ce que je suis pas une carte d'être champion du monde là par hasard? C'est pas ça qui est en train de se passer? Là, autant sur des double up à 9 left, ça célébrait de ouf. Autant là, à ce moment-là, même du côté du rail, on emmène pas large parce qu'on se rend compte vraiment de l'enjeu qui est juste tout simplement d'être champion du monde de poker. Et du côté de Griff, évidemment, on n'est pas très content et on l'est encore moins après cette river, ce 5 de carreau qui vient mettre fin au main event des World Series of Poker. Voilà, c'est la victoire pour Tamayo. Et là, vous allez voir l'explosion chez son rail. Regardez ces visages. Regardez ces visages-là. Son pote qui l'attrape, qui est complètement hystérique. Son ami à droite aussi. On voit son pote champion du monde 2015 qui lui est beaucoup plus en mode waouh, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, Tamayo, je crois qu'il revient pas encore, il réalise pas encore ce qui lui arrive. Il est genre, mais attends, mais c'est quoi ça? Je suis champion du monde. C'est assez ouf, j'imagine même pas le sentiment à ce moment-là, et je comprends complètement que le rail réalise plus que le joueur ce qui est en train de se passer, pour avoir déjà été rail dans des deep runs et tout. Quand il y a pas mal d'argent en jeu, très souvent, nous, on est à fond dans la game et tout, on a juste envie de bien jouer, et derrière, eux, ils sont tous comme des oufs, en mode, parce que eux, ils réalisent l'argent, ils réalisent le prestige, ils réalisent le truc. Lui, il est juste en train de se dire, ok, faut que je joue bien, et là, d'un seul coup, c'est terminé. Et voilà, c'est la victoire de Jonathan Tamayo. Que j'ai trouvé vraiment bon sur cette PF. Alors, quelques coups sur lesquels j'ai un peu grincé des dents, mais j'ai quand même trouvé qu'il avait été assez solide et qu'il avait vraiment bien joué. C'est le heads-up, en fait, sur lequel j'ai trouvé des choses à redire, plus que l'essentiel de la TF, où il avait joué ses cartes, il avait joué comme il fallait. Il avait fait 2-3, il avait pris 2-3 spots qu'il fallait prendre, c'était plutôt bien, il a été vraiment solide. Mais voilà, bravo à lui. Immense bravo également, évidemment, à Jordan Griff. Là, on voit les larmes aux yeux avec sa femme derrière, son père. Voilà, ils ont beaucoup parlé de sa famille pendant le stream, donc c'est pas que je les connais personnellement. Mais voilà, c'était beau à voir, hein. Tout le monde qui avait l'air de lui dire on est fier de toi, c'est incroyable ce que t'as fait. Runner-up pour 6 millions de dollars quand même, est-ce que vous vous rendez compte? Il avait quasiment, il avait jamais fait une perf à plus de 15 000 et là, paf, 6 millions. C'est juste extraordinaire ce qu'il a dû vivre, cet homme. Et voilà, quand on y repense, regardez ce coup en début de table finale, Tamayo qui touche le 9 river contre Griff. Et c'est peut-être le coup le plus important finalement de cette TF, puisque là on est quoi, à 8 ou 7 left, Tamayo qui trouve un double up assez miraculeux contre Griff. Peut-être que sans ça, Jordan Griff était champion du monde. Mais le destin en a voulu autrement. Scénario assez fou, assez cruel hein, finalement pour Griff, même si c'est assez fou ce qu'il a dû vivre. Tamayo, lui, qui a marché sur l'eau pendant toute cette table finale. Bravo à lui. Et là, on voit, hein, il commence un peu à réaliser, il lève le poing, il bump ses amis. Voilà, un gros câlin collectif, hein, comme on dit. Ça doit quand même être assez dingue comme sentiment. Et là, voilà, il soulève le bracelet. J'ai trouvé pendant son interview aussi qu'il avait été vraiment... ça a l'air d'être vraiment un mec bien. Donc sa réaction à chaud qui était vraiment la bonne en disant, bon bah... Voilà, c'est déjà évidemment, c'est un rêve qui se réalise. On travaille toute une vie pour ça et tous les gens, il disait que tous les ans il jouait ce tournoi.
sans vraiment avoir d'espoir parce que bah, ça reste un tournoi avec 8000, 10 000 joueurs tous les ans et que bah, on peut pas le gagner en fait. On s'inscrit à ce tournoi, mais on sait même pas trop pourquoi on le fait. Et on voit juste des images d'autres gens qui le vivent et on se dit non mais la proba est trop faible, la proba est trop faible. Et là ça lui est arrivé, c'est la consécration. Et, euh, et voilà, il avait l'air vraiment très très fier de ce qu'il avait accompli. La tête sur les épaules, vraiment gros GG. Jonathan Tamayo, notre nouveau champion du monde. Bah voilà, de mon côté, c'est un petit peu tout pour cette vidéo, hein. J'espère que vous avez apprécié ce format qui est un peu différent d'habitude. Voilà, j'ai voulu pas revenir sur mon tournoi, mais sur aussi voilà ce qui se passe un peu sur la sphère poker, parce que je trouve en tout cas que ça manque sur YouTube de vidéos en France qui analysent les événements poker qui ont lieu. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Parce que bah, vraiment c'est une vidéo qui m'a demandé plus de travail que d'habitude, qui m'a demandé vraiment beaucoup d'heures de préparation, que ce soit bah, me remater le stream, noter toutes les mains, préparer toutes les slides, faire les calculs, les solves et tout. Donc c'était vraiment beaucoup de boulot, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, effectivement je reviendrai avec d'autres formats similaires sur les prochains gros événements du poker, quand je ne les disputerai pas, parce qu'il y a aussi des fois où je compte bien être dans ces tables finales. Allez, merci à tous encore une fois. Likez cette vidéo, abonnez-vous et je vous souhaite à tous une super bonne journée. Ciao!